Très bien, je propose, de commencer, parce que je vais d'abord vous présenter un peu le Digi-19. Désolée pour ceux qui ont participé à toute la semaine et pour qui c'est la 50e fois qu'on vous présente. Mais comme ça laisse encore 2-3 minutes avant le vif du sujet. De temps en temps, je vais m'arrêter pour laisser, entrer les derniers arrivés. Hem, on n'avait pas normalement, il y avait une interprétation prévue, mais il n'y avait pas d'inscrit jusqu'il y a 2 jours en néerlandais, donc on a annulé l'interprétation. Est-ce qu'il y a des néerlandophones dans la salle? Est-ce que ça va aller en français? Vous pouvez toujours poser vos questions en néerlandais, en tout cas je ferai mon possible. Hem et si pas, ce sera toujours possible de nous appeler par la suite. OK, je ne vois personne qui réagit, c'est bon signe. Alors, on est là effectivement pour parler des différentes formules qui existent actuellement pour commencer, en limitant les risques et donc les différentes formules qui permettent, par exemple, de se lancer quand on est au chômage en gardant un maximum de revenus, garantis au départ. Donc de quoi on va parler? Beh, je vais vous présenter un peu notre service et un peu les conditions, nécessaires. Qu'est-ce que c'est être indépendant dans les faits? Et puis on va comparer justement, les formules qui sont la prime indépendant, la mesure tremplin indépendant, les coopératives d'activité, les coopératives du genre Smart ou Tentoo. 3 mots pour, le programme pour les jeunes entrepreneurs et puis je vous fais un petit récap, de tout ça pour vraiment dans un tableau voir les plus et les moins de chaque formule. Alors peut-être que dans la conversation, ça ne sera pas encore très clair, la formule idéale dans votre cas, mais dans ce cas-là, n'hésitez pas, à nous appeler. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes le service 18-19. C'est un service, régional. C'est le service régional d'information, d'orientation pour tous ceux qui entreprennent à Bruxelles. C'est un département de Hub Brussels, l'agence de l'accompagnement. Hem, Là, vous avez à l'écran les horaires normaux pour le moment à cause, de la crise. On répond au téléphone tous les jours de 9 heures à 17 heures. Par contre, on n'a pas de guichet, physique. En principe, si tout va bien, à partir de la fin du mois de mai, on va partir, sur, les routes avec un infobus qui va aller de commune en commune et donc l'information va venir chez vous. Bientôt la publicité sera faite et donc là, vous pourrez venir vous poser vos questions en direct si vous préférez. Mais sinon, pour le moment, n'hésitez pas à appeler tous les jours entre 9 heures et 17 heures. Vous pouvez appeler pourquoi? Beh, vous pouvez appeler évidemment pour nous poser, plein de questions liées à l'entrepreneuriat. Ça peut être des questions sur les formalités. Vous voyez là, vous avez besoin d'une formation, mais qu'est-ce qui existe comme formation? Tout ce qui est autorisation, permis, toutes les questions liées aux questions juridiques, donc la forme de l'entreprise, la propriété intellectuelle. Bien sûr, les questions de sous, les subsides, les financements, mais aussi, où vous installer. En gros, vraiment toutes questions liées à l'entrepreneuriat. Ça peut être une question très générale, «J'ai envie de me lancer, je sais pas, je n'ai pas d'idée» ou «Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver une idée?» comme, une question plus pointue: «Je vais acheter telle machine, est-ce que j'ai un subside pour ça?» Voilà, il y a vraiment, vraiment tout message, toute question liée à votre projet d'entreprise. Très bien. Ça, c'est le premier rôle. Donc, on vous donne une première réponse, une réponse de 1re ligne qui peut aller assez loin suivant les sujets. Mais on ne vous donne pas de sous, on ne donne pas de financement, on ne donne pas de subsides. On ne peut pas vous accompagner dans le projet, on ne fait pas de coaching de projet. Mais il y a plein de gens, par contre, qui sont là à Bruxelles pour le faire. Et donc, notre deuxième rôle, c'est justement de vous orienter parmi tout ce réseau. Et donc, non seulement vous aurez une première info, mais on va vous orienter, si vous avez besoin d'accompagnement, vers toutes les structures d'accompagnement. Si vous avez besoin de financement, vers ceux qui peuvent vous donner du financement, vers ceux qui donnent de la formation, voilà, vers les autres structures à Bruxelles qui peuvent vous aider. Il y a plein de gens qui sont là et qui sont payés pour ça. On est du service public, on est payé par vos impôts. Merci beaucoup, mais ça veut dire n'hésitez pas à faire appel à nous. On est vraiment là pour ça et on est heureux de le faire. Et si vous téléphonez, vous avez une question, vous la posez et puis 2 jours après, en fait, vous êtes plus sûr d'avoir bien compris la réponse, vous rappelez, vous le faites sans aucun complexe de nouveau, on est là pour ça, il y a aucune bête question. Ce qui est bête, c'est de ne pas la poser si vous avez un doute.
Donc, on est là pour vous aider à aller plus vite et à être mieux aidé, mieux accompagné. Donc, vraiment, utilisez notre service. Le service, en dehors de ce service personnalisé, c'est aussi un site internet www.1819.brussels. Vous allez trouver beaucoup d'infos de base sur tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Pour le moment, vous allez aussi trouver tout ce qui est aide liée au Covid ou toutes les infos liées au Covid, qui malheureusement nous a beaucoup occupés cette année. Des outils pratiques, par exemple, pour vous y retrouver parmi tous les subsides offerts à Bruxelles. Un outil pour trouver qui fait quoi à Bruxelles. Un lien vers notre plateforme où on a des entreprises à remettre. Donc, plein d'outils en ligne. Un outil pour faire un business plan aussi, par exemple. Et puis, un blog où vous allez trouver les actualités et puis tous les événements, bien sûr, où a priori vous êtes inscrit pour cette semaine thématique cet après-midi. Et puis, sur le site, vous pouvez aussi vous inscrire pour notre newsletter Entreprendre à Bruxelles. En général, 3 articles de fond assez creusés. Et puis, de nouveau, toutes les actus, toutes les news de la semaine. Voilà. Premier chapitre pour remettre le cadre, parce que c'est un peu important vraiment pour pouvoir comprendre la suite et les comparaisons entre les différentes formules. C'est quoi être indépendant personne physique. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça implique? Alors, est-ce que tout le monde peut devenir indépendant? Non. Il faut avoir 18 ans. Quelques exceptions, surtout un jeune qui aurait au moins 16 ans, qui veut se lancer dans l'artisanat, qui a l'autorisation de ses parents. Voilà, il y a moyen de le faire avant 18 ans, mais c'est vraiment l'exception. 18 ans et jouir de ses droits, de citoyen. Donc, effectivement, si on est emprisonné, par exemple, on ne peut pas devenir indépendant à ce moment-là. Il faut avoir pour toutes les activités commerciales ce qu'on appelle l'accès à la gestion. Donc, on considère que vous devez avoir des connaissances de base en comptabilité, en droit, en management. Si vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur, donc au moins un baccalauréat ou un master, quel que soit le sujet en Belgique, d'office, vous avez l'accès à la gestion. Donc, même si vous avez fait archéologie précolombienne, vous avez accès à la gestion, même si vous n'avez pas vu un chiffre depuis 20 ans. Donc, si c'est votre cas, faites quelques cours, c'est important de comprendre ce qui se passe. Pour les autres, c'est toujours possible d'aller passer un examen en jury central, de suivre des cours, éventuellement de vous faire prêter l'accès le temps d'obtenir ce diplôme. Mais donc, à Bruxelles, pour le moment, c'est une condition pour la grande majorité des occupations commerciales, il faut avoir l'accès à la gestion. Pour certaines professions, elles sont réglementées. Il faut aussi ce qu'on appelle un accès à la profession. C'est vrai à Bruxelles pour les métiers de la construction, pour les restaurateurs-traiteurs, pour les boulangers-pâtissiers, pour tout ce qui touche à la personne, donc l'esthétique, la coiffure, les pompes funèbres, les véhicules à moteur, la réparation, les vélos. Donc, en fait, des professions qui pourraient mettre en danger la santé de l'utilisateur. Donc, dans certains cas, il faut aussi effectivement avoir un accès par rapport à la profession que vous voulez exercer. Dans certains cas, si on n'est pas belge, si on n'est pas européen ou si on n'a pas un droit de séjour limité ou par exemple, on n'a pas le statut de réfugié, il faut aussi une carte professionnelle. Et puis aussi, parce qu'on va beaucoup travailler quand on se lance comme indépendant en général, il faut plein de motivation, beaucoup de passion et choisir un projet auquel on correspond. Donc, par exemple, si vous êtes ultra introverti, c'est peut-être pas bien d'avoir un projet où vous devrez aller au contact du client tout le temps, alors que vous serez sans doute parfait pour un projet d'e-commerce. Et puis, parce que vous allez travailler énormément, c'est important aussi d'avoir le soutien de votre entourage, parce que c'est pas forcément simple de démarrer. C'est encore plus simple quand en plus ça crée des conflits dans la famille. Vous savez que le taux de divorce, il est déjà très haut en général. Le taux de divorce des indépendants, il est encore plus haut. Mais c'est vraiment aussi une question d'en parler au départ. Donc, si vous avez un projet entrepreneurial, c'est vraiment important d'en parler en famille pour avoir le soutien. Vos enfants, ils doivent être conscients qu'ils vont vous voir un petit peu moins. Votre époux, votre épouse, ils doivent être conscients qu'ils vont travailler un peu plus pour le ménage. Et donc, ça doit vraiment être un travail d'équipe et c'est important d'en parler. Ce n'est pas des conditions légales, bien sûr, mais c'est vraiment important d'y songer.
Alors, quand on devient indépendant, on ne dépend plus, comme le nom l'indique, d'un patron. On ne va plus recevoir un salaire. On va soi-même créer son propre salaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus un patron qui va payer pour vous des cotisations sociales. C'est vous-même qui allez devoir cotiser pour faire votre protection sociale. Donc, la protection sociale, c'est le fait de cotiser pour votre pension, que vous avez une assurance santé. Donc, si vous êtes malade, si vous avez un accident, on vous rembourse la plus grande partie de vos frais médicaux. Que si vous accouchez, qu'il y a un congé maternité, vous êtes payé pendant ce temps-là. Que si vous êtes malade, vous allez être payé pendant ce temps-là. Que vos enfants bénéficient de cotisations, d'allocations familiales. Donc, toute cette protection sociale. Pour en jouir, vous allez payer ce qu'on appelle les cotisations sociales. Pour un indépendant à titre principal, ça représente 20,5% des revenus. Et donc, ça veut dire qu'au début, on ne sait pas combien vous allez gagner et donc on vous fait payer des cotisations provisoires qui sont environ 750 € par trimestre. Ça, c'est vraiment un minimum. Ça correspond à un revenu annuel d'à peu près 14 000 €, on va dire. Ce n'est pas grand-chose, c'est un peu plus de 1 000 € par mois. Et donc, si vous gagnez plus que ces 14 000 € par an, vous allez payer plus que 750 € par trimestre, ça sera 20,5% des revenus. Évidemment, au début, on ne sait pas combien vous allez gagner, donc on vous fait payer ces cotisations provisoires. C'est possible de payer moins au début, on peut descendre jusqu'à 400 € par trimestre environ. C'est ce qu'on appelle le régime pour les primo-starters, ça peut durer 4 trimestres, mais ça veut dire que vous faites une déclaration sur l'honneur que vous allez gagner moins de 7 000 € sur l'année. 7 000 €, je vous laisse faire le calcul, c'est de l'ordre de 500 € par mois. On ne vit pas très bien avec ça. Si jamais vous gagnez plus, il faut vraiment le déclarer avant la fin de l'année, sinon on va vous faire payer des amendes parce que vous avez déclaré pas assez. Donc voilà, les cotisations sociales, c'est assez important. Gardez à l'esprit qu'en fait, elles sont moins importantes que celles d'un salarié. Un salarié, en général, c'est entre 30 et 37%. Mais la grosse différence, évidemment, c'est que votre patron, il les prend à la base et il les paye directement. Et donc, elles ne transitent pas par votre compte en banque. Donc, il y a moins ce côté douloureux de recevoir l'argent et de le rendre. L'indépendant, il cotise un petit peu moins, mais tout arrive dans votre poche et vous devez payer vous-même. Et du coup, ça rend le processus un peu plus douloureux. Mais dans les faits, l'indépendant paie moins de cotisations sociales qu'un salarié. On va en reparler tout à l'heure. Il y a un droit en moins. Le fait de cotiser comme indépendant n'ouvre pas le droit au chômage. Donc moi, je me suis lancée assez jeune comme indépendante. Je n'étais pas passée par la case salariée. Après quelques années, si j'arrêtais l'activité indépendante, je n'avais pas de droit au chômage parce que je n'avais pas cotisé pour ça. Et donc, c'est important quand on est indépendant et que ça fonctionne assez bien, de prendre des assurances complémentaires aussi bien pour la pension que par rapport, par exemple, à une garantie de revenus qui fera l'équivalent d'un chômage. Ça, c'est pour ceux qui se lancent comme indépendants à titre principal. Donc, c'est vraiment leur activité principale. On peut aussi se lancer comme indépendant à titre complémentaire. Comme le nom l'indique. Oui, on a fait venir par le passé aussi des permanents régionaux. Donc, ils ont évidemment des discours différents. Il y a quelqu'un qui a son micro branché. L'une et l'autre se font intéressantes. Évidemment, dans un module de 2 jours et demi, on ne sait pas élargir à l'infini les... Ouais, bien. Voilà, je pense qu'on a perdu la personne. Donc, l'indépendant complémentaire, comme son nom l'indique, on est toujours complémentaire par rapport à une activité principale. Donc, soit on est salarié à au moins un mi-temps du régime normal, ou fonctionnaire avec un certain nombre d'heures, ou prof avec un certain nombre d'heures, ou pensionné, éventuellement l'étudiant, éventuellement quand on est au chômage. Donc, ça veut dire qu'en fait, les droits sociaux, ils sont couverts par cette activité principale et on vient à côté de ça avec un statut d'indépendant complémentaire. Donc, on ne peut pas être indépendant complémentaire si on n'a aucun autre revenu, si on n'a aucun autre statut. On est toujours complémentaire par rapport à quelque chose. Et c'est parce qu'on est indépendant complémentaire par rapport à quelque chose d'autre qui couvre déjà les droits sociaux qu'on peut commencer à payer des cotisations plus petites. Et donc là, au départ, la cotisation provisoire pour un indépendant complémentaire, elle va être d'environ 90 € par trimestre. Mais sinon, c'est pareil, en fait, on paie aussi 20,5% des revenus nets.
Donc, un indépendant complémentaire qui gagne 20 000 € par an paierait en fait exactement les mêmes cotisations qu'un indépendant principal. Simplement, la seule chose, c'est qu'il les paie en gros pour rien. C'est ce qu'on appelle une cotisation de solidarité, puisque ces droits sociaux sont déjà couverts par ailleurs. J'espère que c'est plus ou moins clair ce côté cotisation indépendant principal, indépendant complémentaire. Comme je vous l'ai dit, le fait de payer des cotisations sociales qui sont moins élevées que les cotisations d'un salarié, ça n'ouvre pas le droit au chômage. Donc, je peux avoir travaillé 30 ans comme indépendant, je n'ai pas le droit au chômage. Mais par contre, si on a eu une activité salariée et qu'on a ouvert son droit au chômage, donc on a travaillé suffisamment de temps sur 1 an et demi, ça dépend de l'âge qu'on a. Une fois qu'on a ouvert ce droit et que là, on se lance comme indépendant, alors on garde ce droit au chômage pendant 15 ans. Donc ça, c'est quand même une sécurité qu'il est bon de connaître. Avant, c'était plus court, mais maintenant, ce droit-là, on le conserve pendant 15 ans. Alors, je ne peux pas vous garantir que le droit au chômage existera encore dans 15 ans, mais pour le moment, c'est la règle. Donc, effectivement, si votre droit au chômage est ouvert, vous vous lancez comme indépendant, vous conservez ce droit pendant 15 ans. Mais ce n'est pas parce que vous avez travaillé comme indépendant, c'est parce que vous avez travaillé comme salarié. Il y a des discussions au niveau des autorités pour proposer aux indépendants des cotisations plus importantes qui ouvriraient un droit au chômage. C'est encore en discussion, mais c'est possible que ça arrive. Le droit des indépendants s'est vraiment énormément amélioré les dernières années. Autre point important, et c'est important d'avoir ça en tête aussi, c'est l'imposition de l'indépendant. De nouveau, c'est un peu comme les cotisations. Comme un indépendant, vous recevez du brut sur votre compte en banque. De nouveau, le salarié, si vous regardez une fois votre fiche de paie, vous aviez un salaire brut. Les cotisations sociales ont été payées par votre patron et en plus, il a prélevé le précompte professionnel qu'il a déjà versé, lui, au niveau des impôts. Donc, ce qui fait qu'en gros, vous recevez du net sur votre compte en banque. Mais il y a eu plein de prélèvements à la base. Parce qu'en fait, l'indépendant et le salarié, ils sont taxés dans le même système, dans l'impôt des personnes physiques, le fameux IPP. Mais la grosse différence, c'est qu'évidemment, tout passe par votre compte en banque. Donc là, je vous ai mis un calcul extrêmement grossier, mais c'est pour vous donner une idée. Imaginons que j'ai eu un revenu de 20 000 € sur l'année. Quand je facture de la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. En fait, vous êtes percepteur d'impôts pour l'État. Donc, vous avez votre prix à vous. Donc, peut-être votre produit, vous le vendez à 1 000 € et vous devez ajouter 21% que le client va payer et que vous allez repayer à l'État. Donc, en fait, c'est un impôt de 21% sur tout que prélève l'État. Donc, vous êtes percepteur d'impôts. Mais donc, ce qui fait que dans ce qui arrive sur votre compte en banque, il y a cette TVA que vous devez reverser à l'État. Et donc là, je vous ai mis à peu près 4 200 € sur ces 20 000 €. Et puis, il y a peut-être des frais, mais j'imaginais une activité sans frais pour faire plus simple. Et puis, de ce qui reste, il y a les cotisations sociales, donc 20,5%. Donc, vous voyez là, on est déjà à 12 561 €. Et puis, sur tout ça, il faudra encore payer les impôts. Je vois que c'est le slide de mon collègue. Ça ne sera pas 890 €, ça sera effectivement sans doute 30-40% de ce qui reste là, donc des 12 000 €, donc plutôt 3 ou 4 000 €. Et donc, il va rester a priori moins de 10 000 € sur les 20 000 €. Je suis désolée, j'ai repris les slides de mon collègue et je n'ai pas vu qu'il a fait un truc bizarre là. Donc, on entend parfois que l'indépendant est très taxé, mais dans les faits, non, il est taxé comme un salarié, mais la grosse différence est que tout transite par son compte en banque et donc il faut rendre cet argent. Et puis, je ne sais pas s'il y a justement eu un article là-dessus hier, mais que là, par contre, le travailleur belge est effectivement le plus taxé au monde. On est les meilleurs en quelque chose, mais pas de chance, c'est ça. Voilà, donc effectivement, l'indépendant est très taxé, mais comme le salarié est très taxé, c'est l'imposition en Belgique qui est très haute. Mais le statut d'indépendant
dans ce sens-là, n'est pas pire que le statut de salarié. Simplement, c'est vraiment très important quand vous faites vos prix. Donc, quand vous déterminez vos prix, d'avoir ce schéma-là vraiment bien en tête parce que c'est super important de fixer des prix suffisamment hauts. Si votre prix de départ, il est de 20 € et qu'il vous reste du 8 € l'heure, vous n'allez pas vivre avec ça. Ou alors, vous allez travailler 400 heures par semaine. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce schéma-là en tête et de fixer un juste prix pour votre travail. Ce qui me permet de venir vers le sujet vraiment important, c'est la prime indépendant. La prime indépendant, c'est vraiment une prime, un subside qu'on vous donne qui est pour le moment, donc pour toute l'année 2021, de 4 750 €. Elle était avant de 4 000 €. Elle est passée pour la raison de la crise à 4 750. A priori, 2022, elle repasse à 4 000 €. Les 4 750, pour le moment, ils se répartissent comme c'est indiqué là, 1 250, 1 000. Donc, c'est par mois. Premier mois, 1 250. Deuxième mois, 1 000. Troisième mois, 750, 750, 500, 500. Les conditions pour le moment pour pouvoir recevoir cette prime, c'est habiter une des 19 communes de Bruxelles, être demandeur d'emploi inoccupé au début de l'accompagnement. Je vais reparler de l'accompagnement tout de suite. Mais donc, il faut être demandeur d'emploi inoccupé au moins un jour. C'est vraiment important. Je vous ai laissé la condition, mais je l'ai barrée parce que cette année-ci, elle n'est pas d'application. Mais l'année prochaine, de nouveau, on ne peut pas avoir été indépendant à titre principal dans les 2 années précédentes. On peut avoir été indépendant complémentaire, mais pas principal. Mais cette année-ci, cette condition-là, elle est tombée. De nouveau, pour faciliter la reprise à cause de la crise. Et on ne peut pas avoir bénéficié de la mesure tremplin dans les 2 dernières années, ni avoir testé via une coopérative d'activité. Donc, ça s'exclut vraiment ces aides différentes. Dans les conditions positives, vous êtes obligé de vous lancer comme indépendant à titre principal, pas complémentaire, principal. Donc, il faut forcément être dans les bonnes conditions. Vous allez devoir obtenir un visa de départ, un avis d'opportunité. Et pour avoir ce visa, il faut être accompagné par une des 9 structures agréées. Donc, les 9 qui sont là en dessous, les guichets des communes locales, il y en a 5 à Bruxelles, ou une des 4 autres structures subsidiées par Acteris, Credal, Heal Yourself ou Microstart. Donc, la première étape à faire pour cette prime, c'est vraiment d'aller voir une de ces structures. Et le jour où vous allez commencer l'accompagnement, ce jour-là, il faudra être demandeur d'emploi inoccupé. Si par la suite, vous avez un intérim, vous travaillez avec la Smart, vous avez même un CDD à vous lancer, c'est pas important, mais le jour où vous commencez l'accompagnement, il faut être demandeur d'emploi inoccupé. Et c'est vraiment la première étape. Ne surtout pas vous lancer comme indépendant avant ça. Donc, première étape pour la prime, allez voir ces structures. Donc, vraiment, dans la procédure, d'abord la structure d'accompagnement. Et donc, comme son nom l'indique, la structure d'accompagnement va vous accompagner. En fait, elle va vérifier la viabilité de votre projet. Elle va vous demander de faire un business plan. Et donc, il y a des gens qui arrivent avec un projet qui est déjà super prêt. Et donc, en un jour, ils sont prêts à avoir leur papier, leur cachet. Et puis, il y en a d'autres chez qui ça prend un an. C'est très variable. Une fois que ça c'est fait, et seulement quand ça c'est fait, que vous avez l'avis d'opportunité, surtout pas avant, alors il faut s'inscrire comme indépendant à titre principal. Et dès qu'on s'inscrit comme indépendant, on perd ses allocations de chômage. Et puis, on introduit le dossier auprès d'Acteris. Et puis, si Acteris est OK, alors on reçoit rapidement le paiement de la prime qui va du coup venir remplacer au début l'allocation de chômage. Je vous rappelle que malgré tout, elle descend quand même assez rapidement. Donc, le premier mois, effectivement, on a quand même 1 250. On passe déjà à 1 000 le deuxième mois et puis ça descend assez vite. Donc, je vous ai mis un petit schéma de nouveau. Accompagnement, la durée, elle est super variable selon votre avancement dans votre projet. Au début de l'accompagnement, au début de la partie verte, il faut absolument être demandeur d'emploi inoccupé. Si pendant l'accompagnement, vous avez l'occasion d'avoir un petit contrat, de travailler avec Smart, ça ne pose aucun problème. Il faut vraiment le premier jour.
Une fois que vous avez l'avis d'opportunité, alors seulement vous allez vous inscrire comme indépendant. Et puis, une fois que vous êtes inscrit comme indépendant, et si possible, le plus vite possible, vous faites la demande de prime chez Actiris. Entre l'avis d'opportunité et la demande de prime chez Actiris se passe maximum 3 mois. Et une fois que vous avez demandé la prime, il y aura encore un accompagnement post-création obligatoire, sinon vous perdez la prime, et qui se fera dans la même structure que celle qui vous a accompagné en pré-création. L'accompagnement, en gros, c'est 3 rendez-vous pour voir si effectivement vous suivez les guidelines qu'on vous a fixés au départ pour voir si tout se passe bien. J'aime encore quelqu'un. Hop, voilà. Donc, votre statut social, je répète, vous devenez indépendant à titre principal. Donc, ça signifie, si vous avez des allocations de chômage, vous les perdez. Vous allez d'office payer des cotisations sociales. Les cotisations, je vous ai dit qu'il y a un minimum que l'on paie, qu'on ait des clients ou pas de clients. Je peux travailler la première année, 1 an, sans avoir aucun client. Je dois payer des cotisations sociales. Je peux éventuellement les raboter avec le Primo Starter, mais je dois payer des cotisations sociales. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Attention un peu au délai aussi. Et dans les inconvénients, je ne sais plus si on l'a mis là, non. Pensez aussi que pour la prime, vous êtes indépendant et donc pensez qu'il faut anticiper tout ce que je vous ai dit, le fait que c'est du brut qui arrive et qu'il faut mettre une partie de l'argent de côté parce qu'il faudra payer les impôts et parce qu'il faudra ajuster les cotisations sociales par la suite. Donc ça, c'était la prime indépendante qui, pour moi, peut être vraiment intéressant, surtout pour ceux en fait, qui n'ont pas droit aux allocations de chômage. Deuxième solution, c'est le tremplin indépendant. Quelques années qu'il existe maintenant. Ça, c'est la possibilité de se lancer en tant qu'indépendant à titre complémentaire quand on est au chômage. Ça veut dire qu'on va conserver ses allocations pendant 12 mois maximum. Donc, le tremplin dure maximum 12 mois. On peut faire vraiment pas mal de types d'activités, sauf évidemment le ski artistique, parce qu'il y a d'autres formules. Ils vont refuser aussi certaines activités parce que vous devez quand même être disponible sur le marché de l'emploi. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut lancer un commerce tout seul, un commerce, a priori, il va vous prendre toute la journée. Vous devez être devant votre commerce. Ça va être difficile d'avoir une acceptation de l'ONEM. Et puis, les faux indépendants, ceux qui travaillent vraiment clairement pour un patron et c'est juste une façon pour le patron de payer moins de cotisations, ça va être difficile à faire passer aussi. Mais ça, c'est bien parce que c'est pour vous protéger. Donc, les conditions pour se lancer, de nouveau, vous allez devenir indépendant à titre complémentaire. Mais pour être complémentaire, il faut l'accès à la gestion, il faut digitant, toutes ces conditions-là. Là, vous devez absolument être demandeur d'emploi indemnisé avec des allocations. Donc, ce qui n'était pas le cas pour la prime. Vous ne pouvez pas avoir exercé cette activité en tant qu'indépendant à titre principal dans les 6 dernières années et vous ne pouvez pas avoir bénéficié du tremplin dans les 6 années précédentes. Maintenant, on commence à arriver là, donc c'est quand même important. On a eu parfois des gens qui ont fait la demande tremplin et puis, en fait, vous savez, le temps peut filer parfois parce qu'il y a un virus qui passe, par exemple, ou plein d'autres raisons familiales. Et j'ai eu une fois un monsieur qui avait fait la demande et puis qui a laissé passer le temps. Et puis en fait, il était au bout des 12 mois et il avait encore rien fait, en gros. Eh bien, il n'a plus droit au tremplin, il doit attendre 6 ans. Donc, c'est quand même important de vraiment garder, une fois que vous faites la demande, vous n'avez qu'une chance et il faut en profiter. Donc, gardez bien ça en tête. Comment demander ce tremplin? Il faut introduire, en plus du formulaire normal, un formulaire qu'on appelle le C1C auprès de votre organisme de paiement, donc la CAPAC ou votre syndicat. Vous attendez sagement, c'est mieux, la réponse de l'ONEM qui prend un certain temps quand même et pour le moment, parce qu'ils sont submergés, vous imaginez, avec des centaines de milliers de chômeurs en plus, ça prend encore plus de temps. Pour le moment, c'est très long. Mais c'est idéalement, vous attendez la réponse de l'ONEM. Si l'ONEM vous dit OK, alors là, vous pouvez vous inscrire dans un guichet d'entreprise comme indépendant à titre complémentaire. Donc, vous leur dites bien que vous avez l'autorisation de l'ONEM, vous leur montrez.
Dès que vous vous inscrivez, vous allez commencer à payer les cotisations comme indépendant à titre complémentaire, donc des cotisations provisoires qui sont d'environ 90 € par trimestre. Après les 12 mois, vous vous lancez ou pas. Vous pouvez aussi décider d'arrêter l'activité ou éventuellement de passer du côté en coopérative d'activité dont on va parler par la suite. Vous n'avez pas le droit, après le tremplin, de prendre la prime indépendant. Votre statut, il va rester le statut de demandeur d'emploi indemnisé. C'est votre statut principal. Donc, vous restez bien disponible sur le marché de l'emploi. Si vous avez une convocation, vous devez y répondre. Mais a priori, c'est quand même fait pour essayer de vous lancer dans votre activité. Donc, simplement, il faut vraiment, surtout à Bruxelles, ils sont quand même un peu plus ouverts, garder trace de vos activités. Comme ça, si vous avez un contrôle de l'actrice, vous pouvez montrer, OK, ben, ce jour-là, j'ai rencontré les fournisseurs, j'ai rencontré des clients. Gardez un calendrier vraiment avec toutes vos activités, comme vous garderiez un calendrier avec vos sollicitations. Et comme ça, vous montrez que vous êtes vraiment actif par rapport à votre projet. Le fait d'être demandeur d'emploi, ben, vous avez un revenu garanti. Ça, c'est quand même un gros avantage quand on commence une activité, parce que les clients tombent rarement du ciel. Il n'y a pas de gel de vos allocations, donc la dégressivité, elle continue si vous n'étiez pas encore au minimum, donc ça, c'est important. Gardez bien à l'esprit que vous payez des cotisations provisoires, des cotisations sociales. Ces cotisations d'environ 90 € par trimestre, elles correspondent à un revenu de 1 500 € net pour l'année. C'est tout petit, hein. Si jamais vous avez gagné plus que ces 1 500 €, bien 2 ans plus tard, la caisse d'assurance va vous demander de payer la différence. Donc effectivement, si vous gagnez plus que ça, et j'espère que ce sera votre cas, c'est mieux de prévenir la caisse d'assurance sociale pour qu'elle ajuste ce que vous payez comme cotisation provisoire pour ne pas avoir de très mauvaises surprises 2 ans plus tard. Idem pour le revenu. Donc le NEM veut bien que vous essayiez de tester cette activité complémentaire, mais limite les revenus que vous pouvez en tirer. Il limite ses revenus à environ 14,50 € par jour, ce qui fait à peu près 4 500 € net sur l'année. Ce n'est pas énorme. Qu'est-ce qui se passe si au lieu de gagner en net 4 500 €, mais vous gagnez 10 000 €? En fait, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Ben, rien, puisque en fait, personne ne le sait. Imaginons que j'ai fait ça sur 2021. Je vais faire ma déclaration d'impôt en 2022. Et là, je vais déclarer mon revenu de 10 000 €. Hop, ça part au ministère des Finances, ça revient, j'ai mon extrait de rôle que j'envoie à l'ONEM, ou peut-être qu'il reçoit automatiquement maintenant. Et là, l'ONEM va dire: «Oh, vous avez gagné trop». Il va me demander de rembourser une partie ou la totalité des allocations que j'ai perçues en plus de ce maximum qu'ils acceptaient que je gagne par jour. Et donc, c'est quand même un élément important. Il faut suivre ce revenu et si jamais ça marche très bien, il faut arrêter le tremplin et il faut vous lancer vraiment. Après, c'est du net. Donc, la première année, on a souvent quand même beaucoup de frais. On a des investissements et donc, on est souvent en perte même la première année. Donc, effectivement, le plafond semble ridicule, mais parce que c'est une première année, parfois, c'est pas bloquant. Mais voilà, il faut vraiment suivre ça avec grande attention et pour ça, c'est pas obligatoire dans le cas du tremplin, mais je vous recommande vraiment de vous faire accompagner, parce qu'il faut suivre ça. Ça peut être par une structure d'accompagnement, ça peut être par votre comptable, mais que quelqu'un puisse vous aider avec les chiffres pour voir où vous en êtes. Mais donc, c'est un statut intéressant quand on a des allocations parce qu'en début d'activité, mais on sait qu'on a encore un revenu et qu'on aura de quoi nourrir ses enfants le soir, c'est quand même pas un luxe. Troisième option, ce sont les coopératives d'activité. Je vous propose, notez vos questions soit dans le chat, soit sur un petit bout de papier et on les fait à la fin, ça va être plus simple. Coopérative d'activité. Donc, il y en a deux principales à Bruxelles. Enfin, une principale, c'est Job Yourself et éventuellement Backstage aussi. C'est un système, vraiment, il y a toute une loi fédérale là-dessus qui vous donne la possibilité de tester votre projet pendant 18 mois sans prendre le statut d'indépendant, mais en facturant via le numéro de TVA de la coopérative. Donc là, on ne devient pas du tout indépendant.
on garde le statut de demandeur d'emploi, mais on va pouvoir facturer des clients via le numéro TVA de la coopérative. Ça dure 18 mois maximum. Pendant ce temps-là, la dégressivité est bloquée. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient encore au deuxième palier, ben, ils vont rester au deuxième palier. Ceux qui sont encore au premier palier vont descendre au deuxième. Mais en dessous de ça, c'est bloqué. Donc, si vous étiez au troisième, vous restez au troisième. Il n'y a pas la dégressivité pendant les 18 mois. Avant les 18 mois, il y a une phase de préparation pour mettre au point son projet. C'est la phase de préparation. Qui peut durer en général 6 mois. Dans certains cas, si vous arrivez qu'avec ce qu'on appelle un projet prêt à facturer, vos clients sont là, ils sont prêts à payer déjà, il y a moyen d'aller plus vite, voire de commencer tout de suite en test. Et pendant tout ce parcours, vous bénéficiez d'un accompagnement. Donc, ça fait vraiment partie de la coopérative. Accompagnement collectif, accompagnement individuel, des groupes de travail en commun aussi. Donc, vous êtes vraiment dans un petit cocon. Les conditions pour les coopératives à Bruxelles, ben, c'est d'habiter Bruxelles ou de vouloir lancer un projet à Bruxelles. Donc, même par exemple, si vous habitez en Brabant flamand, mais vous voulez vous lancer à Bruxelles, c'est possible. Si vous avez un projet qui demande un accès à la profession, il faut l'avoir parce que la coopérative ne peut pas avoir tous les accès à la profession. Si vous n'avez pas encore l'accès à la gestion, ce n'est pas bloquant, mais vous engagez à faire le nécessaire pour l'avoir avant la fin des 18 mois. Donc, suivre des cours, il y a plein de cours à Bruxelles. C'est possible pour plein d'activités, mais pas toutes, parce qu'évidemment, c'est la coopérative qui est l'entrepreneur, en fait. Et donc, c'est la coopérative qui prend les risques. Et c'est la coopérative qui va signer une partie des contrats. Et donc, elle peut pas prendre trop de risques financiers parce qu'elle engagerait tout le monde. Donc, par exemple, ce n'est pas possible de signer un bail commercial qui engagerait la coopérative sur 9 ans. Mais c'est possible avec un bail précaire d'1 an. Donc, il y a des solutions comme ça. Ce n'est pas possible si vous avez des investissements très importants parce que de nouveau, la coopérative ne peut pas s'engager. Le transport de personnes est exclu pour des raisons d'assurance, simplement. Et l'import-export hors de l'Union européenne pour des questions de risque. C'est des activités qui ont des risques très importants. Et de nouveau, la coopérative ne peut pas prendre ces risques-là. Mais sinon, tout ce qui est service aux personnes, service aux entreprises, effectivement, on ne peut pas ouvrir un Horeca parce qu'il y aura ce bail commercial qui est bloquant, mais on peut très bien faire un food truck. Donc, il y a toujours des solutions aussi qui peuvent faire qu'on trouve une solution par rapport à votre projet. Comment ça se passe? Ben, c'est tout simple, vous participez à une séance d'information. Alors, il y en a eu plein cette semaine, mais si vous les avez ratés, pas de problème, il y en a chaque semaine. Vous allez préparer votre projet dans la phase prépa. Je vous dis, parfois, ça va extrêmement vite, parfois, c'est 6 mois. Et puis, vous pourrez rentrer dans cette phase test. Pendant la phase test, là, vous avez une dispense totale de l'ONEM de chercher un emploi. Vous êtes à 100% sur ce que vous faites et on ne va jamais vous embêter. Et à la fin du test, ben, vous avez le choix. Soit vous vous lancez comme indépendant, soit vous partez en tremplin, c'est encore possible. Soit il y en a qui continuent avec d'autres structures aussi un peu encore encadrantes. Soit ben, vous restez demandeur d'emploi parce que ce n'était pas votre voie. Il y a à peu près un tiers de gens qui se lancent comme indépendants vraiment avec le statut d'indépendant. Il y a à peu près, je pense, un tiers des personnes qui sont en coopérative qui retrouvent un emploi. Parce qu'en fait, simplement le fait de se remettre en projet, de rencontrer des clients, des fournisseurs, ça donne l'occasion aux autres de voir « Waouh, vous êtes une chouette personne et vous avez plein de savoir-faire » et il y a pas mal de gens qui retrouvent de l'emploi comme ça parce qu'ils ont recréé du contact simplement et on a vu toutes leurs qualités. Et puis, il y en a qui repartent vers de la formation ou d'autres voies. Un des gros avantages, évidemment, que toute la gestion administrative, toute la compta est assurée par la coopérative. Donc, votre statut, là, vous ne devenez pas indépendant. Vous n'avez pas de cotisation sociale à payer, du coup. Si vous avez des allocations de chômage, je vous dis, la dégressivité est bloquée au 2e palier. Si vous étiez dessous, elle est bloquée, mais vous ne remontez pas au 2e palier. Pour ceux qui ont des allocations de chômage, c'est un peu le même principe que le tremplin. Et donc, l'ONEM accepte que vous gagnez un certain montant en plus que les allocations. Donc, c'est 14,50 € et des poussières. Et donc, en fait, vous avez un compte à votre nom
au sein de la coopérative. Et donc, quand vos clients paient vos factures, l'argent va sur ce compte. De ce compte, vous pouvez bien sûr vous rembourser vos frais liés à votre activité et vous pourrez toucher ce montant que le NEM accepte en plus que vous gagnez. Si vous avez vraiment un gros besoin de l'argent, qu'il y a de l'argent là, il y a moyen de le sortir via une espèce de salariat d'un jour. Il y a des solutions maintenant. C'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément très utilisé, mais voilà, il y a des options. Mais a priori, l'argent est sur un compte à votre nom, mais sert à payer vos frais professionnels. Vous pouvez avoir un petit surplus par rapport à vos allocations de chômage et vous vivez avec ça. Donc, de nouveau, pour ceux qui n'ont pas d'allocation, ce n'est pas forcément la solution idéale. Vous participez aux frais administratifs et à la comptabilité, donc c'est-à-dire que Job Yourself va vous facturer 10% de la marge brute par rapport à ce que vous gagnez. Et ça revient, si vous payez un comptable parce que vous êtes indépendant, ça sera quelque chose comme ça. Donc parfois, on entend 10%, on fait des grands yeux, mais non, c'est vraiment pas cher en fait. Et donc, il y a des frais que vous payez pour ça. Quatrième option, j'espère que je ne suis pas en train de vous embrouiller, c'est les systèmes de portage, de payrolling, comme la Smart ou Tentoo, par exemple, qui se sont présentés cette semaine. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres plus spécialisés dans les artistes, comme Implo, comme Merveille, par exemple. La Smart, elle fait vraiment plein d'activités différentes, c'est la plus ouverte. Ça permet, de nouveau, sans prendre un statut, de commencer à facturer, de facturer des contrats isolés. Et on devient, du coup, salarié de la Smart pour le temps d'un contrat, sans prendre un statut d'indépendant. Et donc, par exemple, si on m'a offert un contrat de consultance, mais un contrat one-shot. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres derrière. Je n'ai pas d'autres contrats, d'autres vues sur d'autres clients. Je peux passer par la Smart pour ce contrat. Et donc, au lieu de facturer moi le client, c'est la Smart qui va facturer le client et la Smart va me salarier pour ce montant. Et donc, je vais avoir un mini CDD avec ce montant. Et donc, je ne deviens pas indépendante, je suis salariée quelques jours. La Smart va prélever ses frais, donc c'est 6,5% du chiffre d'affaires, va prélever des cotisations sociales, mais qui seront du coup des cotisations comme un salarié, donc plus élevées que les cotisations d'indépendants, va prélever déjà le précompte professionnel, donc les impôts, les assurances, ce qui fait que moi, je reçois du net sur mon compte, pas du brut. Mais donc, de nouveau, si mon client paye 2 000 €, comptez que vous allez recevoir un petit 1 000 € sur votre compte, comme un salarié, simplement. Un des gros avantages de la Smart, c'est que la Smart va me garantir le paiement. Et donc, que le client paie ou pas, si la Smart a accepté le contrat, la Smart va me payer moi, mon CDD, et c'est elle qui va courir derrière le client. Ça peut être un gros avantage parce que parfois, c'est une des grandes causes d'échec ou de faillite, c'est que les clients paient mal, ne paient pas, ne paient tard. J'ai une fois une dame qui avait une activité qui avait échoué en tant qu'indépendante, qui a recommencé avec la Smart et qui était beaucoup plus heureuse, qui a eu beaucoup moins de problèmes. Donc, il y a des gens qui travaillent à vie avec la Smart. Ils font des CDI d'ailleurs maintenant avec leurs clients fidèles. Et il y en a qui sont extrêmement heureux comme ça. Et puis, il y en a où c'est juste un tremplin parce que c'est une solution de facilité pour facturer au départ. A priori, une fois que vous avez une activité régulière, que vous avez un revenu régulier, c'est plus cher que d'être indépendant, donc ce n'est pas forcément intéressant. Mais au départ, ça vous évite de prendre un statut. Les conditions, c'est accessible à tous, il faut avoir 18 ans toujours en général. Vous devenez salarié, donc il ne faut pas d'accès à la gestion puisque c'est un contrat. Par contre, si c'est une activité protégée, il faut bien l'accès à la profession. Ils vont pas, comme le Job Yourself, ils ne vont pas accepter les choses qui lient sur de long terme, donc forcément pas de bail commercial. La Smart ne peut pas signer un bail de commercial pour vous, c'est juste logique. Mais sinon, franchement, ils ont ouvert à énormément d'activités parce qu'ils ont deux façons de faire dans la facturation, dont une qui permet vraiment d'avoir une petite entreprise dans l'entreprise. C'est assez souple, ça fonctionne très bien parfois pour commencer. C'est une solution qui vaut la peine d'être envisagée.
comment on fait? On participe à une séance d'information, même chose, il y en a un tas que vous trouvez sur leur site. Il faut vous inscrire vous et puis chaque client devra s'inscrire puisque c'est le client qui devient le client de la Smart et la Smart va facturer à votre client. Il n'y a pas de limite dans le temps, donc vous pouvez faire un contrat et puis plus rien, comme vous pouvez en faire 30 par mois, comme vous pouvez en faire un et puis rien, puis un l'année suivante. C'est extrêmement souple, c'est un des gros avantages. Et si vous avez des allocations de chômage, simplement les jours où vous allez être en CDD, forcément vous noircissez les cases virtuelles de la carte de contrôle. Et donc vos allocations vont diminuer d'autant, mais vous aurez gagné de l'argent ces jours-là. Donc les deux sont vraiment compatibles. Votre statut de base, il est inchangé. Donc si vous êtes demandeur d'emploi, vous restez demandeur d'emploi. On peut être à la Smart en étant salarié aussi. Simplement, si on n'a pas envie de prendre le statut d'indépendant complémentaire, on peut très bien faire des contrats Smart en étant salarié. On ne devient pas indépendant. Donc, ce gros avantage, c'est que si vous n'avez pas de client, il n'y a pas de cotisation sociale à payer. Pas de client, pas de frais. Donc, vraiment, aucun engagement sur le long terme. Vous êtes juste salarié de la Smart par petit CDD. Dans les avantages, c'est que vous recevez un revenu net sur votre compte en banque ou à peu près net. Il n'y a pas de mauvaise surprise, comme quand on est indépendant, surtout quand on est indépendant débutant. Mais par contre, ça coûte un peu plus cher puisqu'il y a les frais de la Smart et le fait qu'on prélève effectivement les cotisations sociales comme un salarié qui sont plus élevées que celles d'un indépendant. Donc, parfois, quelques difficultés aussi pour récupérer certains frais qu'ils n'acceptent pas ou c'est un petit peu compliqué. Et dans les choses éventuellement négatives, c'est que c'est très positif qu'ils s'occupent de courir derrière les clients pour les paiements, mais ils courent très vite. Donc, ils envoient très vite des rappels, deuxième rappel et mise en demeure. Nous, on fait parfois appel, par exemple, au sein de Hub Brussels, à des gens qui travaillent avec la Smart, mais on est un service public et donc on a un service de bon de commande et de facturation et de validation des factures qui prend vraiment du temps. Et du coup, on se ramasse à chaque fois des mises en demeure parce que eux sont très rapides. Et chez nous, ça passe parce qu'on sait, mais il y a des clients qui ne veulent pas travailler avec la Smart pour ça. Donc, parfois c'est un point négatif, mais voilà, il y a plein de points positifs aussi. Alors, Pierre, qui devait faire la présentation au départ, mais qui a des enfants en quarantaine, s'occupe d'un super programme qui s'appelle Erasmus for Young Entrepreneurs. C'est un peu autre chose, mais ça peut être chouette si vous avez besoin de vous faire une expérience et vous voulez voir un peu ce qui se fait ailleurs en Europe. Mais il est possible d'utiliser ce programme d'échange et d'aller vous former auprès d'un entrepreneur chevronné dans une période qui va jusqu'à 6 mois. Et donc, l'Europe va vous financer pour ça. Et donc, pendant 6 mois, on va vous aider pour vous loger, le déplacement, plus une allocation pour vivre sur place. Et vous allez pouvoir vraiment prendre de l'expérience auprès d'un entrepreneur étranger. Donc, c'est un peu différent, mais c'est un super programme. Donc, je ne voulais pas l'enlever, même si Pierre n'était pas là. Vous voyez là tous les critères d'éligibilité. Vous voyez 38 pays en Europe. Donc, il y a vraiment du choix. Et vous voyez les finances qui sont les financements qui vont entre 560 et 1100 euros par mois et qui sont cumulables avec les allocations de chômage. Donc, c'est vraiment une super opportunité d'aller voir quelque chose d'équivalent ou d'apprendre quelque chose ailleurs, de vous former de façon pratique, d'aller chercher des idées. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements, mon collègue Pierre est là indiqué avec son numéro de téléphone. Il y a encore pas mal de places disponibles. Si vous avez juste une envie, mais pas d'idée précise, vraiment, n'hésitez pas à contacter Pierre parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se mettent comme volontaires pour recevoir des jeunes entrepreneurs. Jeunes, c'est vraiment dans le sens pas entrepreneur depuis longtemps, on peut être jeune jusqu'à 100 ans. Hein. Donc, n'ayez pas de complexe sur l'âge. C'est vraiment entrepreneur débutant, on va le dire comme ça. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais vous allez recevoir les slides, bien sûr. Donc, je vois des bics qui se prennent, mais vous recevrez tout ça. Alors, je récapitule avant d'attaquer les questions. Et comme ça, je vous verrai, c'est quand même plus sympathique. Un petit tableau un peu indigeste, mais tellement pratique. Donc, dans les colonnes, vous voyez, je vous ai mis la prime,
le tremplin, coopérative d'activité, coopérative de péroling genre Smart et Erasmus for Young Entrepreneurs. Et puis, sur la colonne de gauche, les différentes questions qu'on s'est posées. Et donc, est-ce que, par exemple, on a un accompagnement obligatoire quand on demande la prime? Oui, c'est vraiment une condition nécessaire et c'est absolument la première étape avant de se lancer comme indépendant. C'est vraiment hyper important. Pour le tremplin, il n'y a aucun accompagnement obligatoire, mais vraiment, de nouveau, je vous le conseille parce qu'il y a ces notions de revenu maximum qui peuvent vraiment prêter à conséquence parce qu'on peut se retrouver 2 ans plus tard à devoir rembourser des sommes importantes. Et donc, c'est bien si vous n'êtes pas, si ça semble un peu compliqué pour vous, que quelqu'un vous aide avec ça. Le comptable, c'est très bien, mais quelqu'un qui vous aide pour ça. Coopérative d'activité d'office, oui, vous êtes dans le cocon, la coopérative, et vous allez avoir de l'accompagnement collectif et individuel. La Smart, surtout quand vous êtes par contrat, c'est un choix. Il y a des conseillers qui sont là, vous pouvez choisir d'avoir un conseiller et il y en a aussi qui travaillent sans conseiller, qui font leur contrat, ils savent très bien comment faire, ils n'en ont pas besoin. On a des retours un peu variables sur les conseillers, donc si jamais vous en avez besoin d'un, ça ne se passe pas super bien, c'est vrai pour tous les coachings d'ailleurs, hein, tous les accompagnements, c'est du coaching. Parfois, ils n'hésitaient pas à le dire en disant: «Ça passe pas, est-ce que c'est possible de changer?» Ça pose pas de problème vraiment. Et Erasmus, c'est pas obligatoire, mais de nouveau, c'est conseillé et Pierre se fera un plaisir de le faire avec vous. Alors, quel statut on a? La prime, vous vous lancez obligatoirement comme indépendant à titre principal. Donc, oubliez les allocations de chômage, vous êtes indépendant à titre principal, pas d'autre option. Le tremplin, forcément, vous restez chômeur et vous devenez indépendant à titre complémentaire. La coopérative, même chose, vous restez demandeur d'emploi ou parfois femme rentrante qui n'a pas forcément un statut. Vous ne devenez pas en tout cas indépendante. Le plus intéressant reste quand effectivement on a des allocations de chômage puisqu'on peut garder les allocations. La Smart, peu importe puisque vous faites des petits CDD, donc vous n'avez pas de statut obligatoire au départ. Et Erasmus, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être demandeur d'emploi, il n'y a pas non plus de statut fixe. J'ai changé de slide sans faire exprès. Alors, est-ce qu'on paye des cotisations sociales? La prime indépendant, vous devenez indépendant à titre principal. Donc oui, vous payez les cotisations sociales d'un indépendant à titre principal. Donc le minimum au départ, les cotisations provisoires de 750 € par trimestre. Je répète encore une fois que ce minimum correspond à un revenu d'à peu près 14 000 € sur l'année. Ce n'est pas énorme. Donc, si vous voyez que vous gagnez plus, c'est vraiment mieux de le signaler plus vite à votre caisse pour qu'ils ajustent les montants, pour payer le montant le plus proche de ce que vous allez vraiment gagner et pour ne pas avoir de mauvaises surprises et de régularisations qui font mal 2 ans plus tard. Vous ne serez pas pénalisé si vous êtes resté avec les cotisations provisoires. Simplement, vous aurez une grosse facture à payer éventuellement 2 ans plus tard. C'est mieux de payer ça au fur et à mesure parce que peut-être dans 2 ans, vous aurez une très mauvaise année et pas du tout de trésorerie. Donc, le mieux, c'est de coller au plus près de la réalité. En tremplin, même chose, vous devenez indépendant à titre complémentaire. Donc, vous payez les cotisations provisoires à titre complémentaire, à peu près 80-90 € par trimestre. De nouveau, c'est des cotisations provisoires qui correspondent à un revenu d'à peu près 1 500 € par an. Si vous gagnez plus, signalez-le et payez les cotisations les plus proches de la réalité. Coopérative, vous n'êtes pas indépendant, vous ne payez pas de cotisation. Smart, vous n'êtes pas indépendant, vous ne payez pas de cotisation. Non, ce n'est pas vrai. Smart va prélever des cotisations patronales, mais elles seront prélevées déjà. Donc, vous allez recevoir du net. Erasmus, rien à payer non plus, puisque là, vous ne prenez pas de statut. Est-ce que c'est possible de garder ces allocations de chômage? Avec la prime, non. Dès que vous allez prendre le statut d'indépendant à titre principal, elle s'arrête. Donc, c'est vraiment important d'être bien conscient de cela. Il n'y a pas cette sécurité-là. La prime va les remplacer. Donc, je rappelle, le premier mois, 1 250 €, le deuxième mois, 1 000 €. Mais la dégressivité, elle est rapide. Donc, si vous avez des allocations, est-ce que c'est vraiment la meilleure option? Pas forcément convaincue. Le tremplin, oui, vous gardez vos allocations
pendant 12 mois maximum. Mais je vous ai dit, si vous n'êtes pas encore au minimum, elles vont continuer à décroître. La coopérative, vous gardez vos allocations, vous êtes complètement exempté de recherche d'emploi, ça dure 18 mois. Pas de dégressivité au-delà du deuxième palier. La Smart, oui, forcément, vous allez cocher des cases de votre carte et donc les jours où vous avez un CDD, forcément, vous n'aurez pas, d'allocation, mais c'est la logique. Avec Erasmus, vous pouvez garder vos allocations. Et dernier point, est-ce que vous avez besoin de l'accès à la gestion? La prime, vous devenez indépendant à titre principal? Oui. Je vous ai dit, il y a quelques exceptions, mais oui, si vous devenez chauffeur Uber, ou vous devenez, chauffeur livreur Deliveroo, ou vous faites du maraîchage. Donc il y a quelques petites exceptions, mais vraiment la immense majorité des activités commerciales, il faut l'accès à la gestion. Tremplin, vous devenez indépendant, même si c'est titre complémentaire, il faut l'accès à la gestion. La coopérative, on va vous demander d'avoir d'avoir l'accès, mais seulement à la fin des 18 mois. Donc vous avez le temps de vous mettre en ordre. La Smart, vous êtes salarié, pas besoin. Erasmus, pas besoin. Encore un petit slide qui reprend effectivement les structures qui peuvent vous aider. Donc les 2 premières lignes, c'est les structures qui peuvent vous aider par rapport à la prime indépendant. En dehors aussi d'ailleurs, hein, elles peuvent vous accompagner très bien dans le cadre d'un tremplin, par exemple. Hors prime, il y a d'autres accompagnements qui existent aussi. Je vous ai mis des noms, mais il y en a d'autres. N'hésitez pas à nous appeler. Il y a aussi moyen de se faire accompagner pour un projet, sans passer forcément par ces 9 structures-là. Il y a un appel à projet qui va se lancer très vite, donc ça veut dire qu'à priori, à la fin de l'année, il y aura encore de nouvelles aides qui vont arriver, et de nouveaux projets plus spécifiques qui vont arriver aussi. Mais donc pour le moment, vous voyez qu'il y a déjà du choix. Et je vous rappelle encore une fois que tous ces gens-là sont payés au moins en partie par vos impôts et donc ils sont à votre service, comme nous. Profitez-en. Les questions, les directs, on va les prendre tout de suite. Sinon, je vous rappelle, appelez-nous pour le moment de 9h à 17h. L'infopoint, pas pour le moment, mais ça sera le cas très bientôt.